bonjour à toutes et à tous. Je suis Herman Komwe, donc je suis responsable de tout ce qui est question de gestion environnementale et sociale au niveau du cabinet IPC. Durant cette assistance technique en collaboration avec la BEI, donc nous avons eu à accompagner pas mal d'institutions financières. Et pour cette académie, j'ai la lourde charge de débattre sur la thématique de la durabilité en 1h30, ce qui n'est pas donné. Le sujet est vaste et lorsqu'on a eu donc cette thématique à traiter, on s'est dit bah, comment s'y construire cette thématique aussi vaste et aussi importante aussi pour le secteur financier. Et donc, je vais vous présenter donc finalement le scope, donc le champ de présentation de cette séance de formation pendant 1h30. On n'aura pas à toucher à tout, mais j'ai divisé donc mon propos en 4 sessions essentielles. Donc, nous allons commencer par une phase introductive. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui? On espère que donc au bout donc de ce petit temps que nous avons, on aura reçu quelque chose ou réveillé encore quelque chose qu'on avait qu'on ne savait pas. Donc, nous allons commencer par l'objectif donc de cette formation, euh, parler de durabilité dans le sens donc du contexte de la finance et de plus en plus d'attentes de la part donc des clients et des parties prenantes. On va donc aborder donc les questions de critères non financiers, environnemental, social et gouvernance, mais également tout ce qui est système de gestion environnementale et sociale. De plus en plus, on parle de reporting, donc de rapportage. On va également aborder ce thème-là dans la deuxième session. Ensuite, nous savons que d'un contexte ou d'une zone géographique à l'autre, les défis peuvent être divers, mais en même temps, il ne faudrait pas regarder seulement aux défis, mais qu'est-ce que, en tant qu'institution financière, vous pouvez tirer comme bénéfice donc de la mise en place de pratiques durables donc au sein de vos opérations. Nous allons terminer donc la toute dernière session par, je dirais, une approche développée aussi par IPC qui est un genre de feuille de route sur ce parcours donc de durabilité. Donc, quelles sont les différentes étapes? Quel pourrait être donc le parcours? Il n'y a pas un seul parcours, on verra. C'est allié donc à la caractéristique donc de l'institution, à ses valeurs, etc., etc. Mais nous avons développé une approche globale. Et nous allons en débattre donc dans la dernière section. Une banque avec laquelle nous travaillons essentiellement, c'est ProCredit, donc qu'on a accompagné pendant de nombreuses années. Donc, on va montrer brièvement donc ce parcours donc, de durabilité de cette banque-là pour donner également une idée. Et enfin, tout ce qui est soutien de IPC en termes de gestion environnementale et sociale auprès des institutions financières. J'espère qu'en 1h30, on pourra toucher à tout cela. Donc, essentiellement, je me suis posé 3 questions que je voudrais aussi débattre avec vous, de sorte qu'au terme donc de cette séance-là, nous puissions sortir avec qu'est-ce que les clients, les parties prenantes attendent des institutions financières en termes donc de durabilité. On regardera également les défis, euh, mais également les avantages qu'on peut tirer. Et enfin, comment commencer véritablement le parcours. Je sais que on a différentes institutions avec certainement différents niveaux d'application, donc de pratiques durables au sein de vos institutions. Et donc, ce qui fait que, voilà, présenter une feuille de route ou un parcours, vous pourrez vous situer à quel niveau vous êtes donc dans cette marche. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, voir quelles sont donc dans les premières étapes et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avancer donc dans ce parcours. Donc, j'ai parlé pendant quelques minutes. Là, maintenant, je voudrais avoir donc cette séance-là interactive, donc vraiment que chacun puisse aussi prendre la parole quand il veut et élaborer donc sur sa situation. Donc j'ai présenté là 2 questions. Ok, d'accord. 2 questions. Donc la première question, celle qui doit appuyer sur le bouton à bouger. Mais la première question, c'est pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui à cette séance donc, de formation sur la durabilité? Pourquoi vous avez choisi cette session
de façon spécifique. Je sais qu'il y a eu un dispatching. J'espère que vous êtes là par contre votre gré. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui pour participer à cette séance-là? C'est vrai, invité par la BEI, mais concrètement, qu'est-ce que ça représente pour vous et pourquoi vous êtes là? Est-ce que quelqu'un... Voilà, monsieur. Je vous écoute. Merci, bonjour à tous. Moi, je veux dire que, en tant que dirigeant d'entreprise bancaire, je suis intéressé de connaître d'abord les critères de ce qu'on appelle la durabilité, la finance durable. Qu'est-ce que c'est? D'essayer de la retrouver dans mon portefeuille de ce que je fais maintenant et voir comment je peux la développer, mais aussi de la connaître pour que cela puisse me déterminer si c'est un objectif à rechercher, c'est-à-dire si je ne la fais pas maintenant, voir comment est-ce que je peux aussi l'intégrer dans les objectifs de l'entreprise pour les années à venir. Et puis bien sûr, la développer si c'est vraiment intéressant. Et c'est ce qui m'a poussé à m'asseoir. C'est poser pas la question à mon voisin parce qu'on en a discuté avant de venir ici, l'heure verra. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire Jean-Élisée Guater, je suis directeur général adjoint de la Commercial Bank Cameroun. Merci. Alors, ça tombe bien parce que je crois que je travaille maintenant actuellement avec la Commercial Bank pour mettre en place donc, la politique et la procédure environnementale et sociale. Donc, j'ai un point focal avec qui je travaille au sein de la banque. Oui, qui est-ce qui d'autre Oui, allez-y. Toute petite question. J'aimerais savoir, parlons-nous de la durabilité environnementale ou tout juste durabilité? Which one are we talking of? Je parle de la durabilité de façon générale. Donc, au fur donc, de la session, vous verrez qu'on va intégrer tout ce qui est environnemental, social, mais également tout ce qui concerne la gouvernance également, donc, qui rentre dans la durabilité au niveau des institutions financières. Bonjour, Guy Stéphane Yaoura, responsable centre d'affaires BASI. Bon, pourquoi j'ai choisi cette formation? Déjà, le sujet est un sujet d'actualité et un sujet d'actualité, il est important de le maîtriser, de savoir les tenants et les aboutissants. Et aussi là, BASI rentre on va dire, en étroite collaboration avec BEI, et chez qui c'est un sujet. Donc, je pense qu'on peut, disons, par rapport aux perspectives donc de cette relation, ce sujet pourrait devenir un sujet central, focal pour la BASI, et il serait bon de pouvoir justement maîtriser, voir comment ça se fait. C'est quelque chose qui n'est pas encore au cœur de notre métier actuellement, et donc il faut que des gens s'y préparent pour amorcer ce changement-là. Donc, voilà un peu pourquoi je suis à cette formation. Merci. Merci bien. Ok, merci. Je suis Cyril Fautio, directeur du crédit à CCA Bank. La notion de finance verte m'interpelle parce que je veux bien comprendre la notion et tout ce qui tourne autour pour pouvoir savoir si on peut l'adapter à notre institution. Si oui, comment? Voilà. Donc, c'est un peu le challenge qui nous a poussé à solliciter ce thème. Merci, monsieur. Une toute dernière et on va avancer. Non, je pensais que c'était vous. Ah non, non. Ok, donc allez-y. D'accord. Moi, c'est beaucoup Célestin. Je suis aux opérations secteur privé de la BIDC, Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. J'ai choisi ce thème parce que, dans un premier temps, c'est un défi existentiel à toute l'humanité et chacun doit y contribuer. En tant qu'organisation qui canalise les ressources financières pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de projets,
il faut s'informer pour voir comment est-ce qu'on peut contribuer pour amener ce changement. Donc nous, aujourd'hui, lorsque nous recevons la requête ou bien dans l'origination même des dossiers, des projets, qu'est-ce qu'il faut retenir comme critère pour considérer un projet comme durable et pouvoir orienter les ressources. Et aussi, on a bien compris qu'aujourd'hui, tous les grands bailleurs de fonds sont en train d'orienter les fonds vers ce type de projet. Voilà, donc il faut mieux maîtriser le concept, capter des ressources et puis les mettre en œuvre. Merci bien, monsieur. La toute dernière est... Bon, Bonjour, je suis Pierre-Joseph Kimbo de Green Invest Africa. Au-delà de la durabilité, ce qui m'intéresse, c'est comment intégrer toutes les approches qu'il faut pour l'accréditation des institutions financières auprès des fonds climatiques, tels que le Fonds vert climat et le Fonds d'adaptation. L'autre chose qui m'intéresse, c'est que dans ma pratique professionnelle, toutes les banques disent qu'elles font de la durabilité, qu'elles font des études d'impact environnemental et social, mais je remarque et je constate qu'elles ne savent pas gérer le risque climatique dans leur portefeuille de crédit. Donc, comment on fait le lien entre la durabilité et comment cela se traduit concrètement pour gérer, appréhender le risque climatique dans le portefeuille de crédit d'une institution financière? Parce que le risque climatique est un risque financier pour les institutions financières. Merci. Traoré Bakary du Centre de développement de l'OCDE. Ce qui m'intéresse, c'est déjà la façon dont le sujet était formulé. Qu'est-ce qu'on attend du secteur financier en termes de durabilité? Et là, qu'est-ce qui est nouveau, réellement nouveau comme type de critères ou autre avec cette notion-là aujourd'hui? Est-ce que c'est un moyen d'aller vers plus de qualité qui va aller au-delà des critères financiers de rentabilité pure et dure, ou bien qu'est-ce qui est, est-ce que c'est une nouvelle contrainte, une nouvelle norme seulement? Voilà. Herman, donc je suis là pour Maremsen, PGA Baobab Côte d'Ivoire. Donc curieuse de comprendre un peu mieux les concepts et pouvoir mieux saisir ce thème qui est très d'actualité actuellement. Donc, tu peux mettre la seconde question. La seconde question, c'est vrai qu'on n'est pas tous au même niveau, mais l'idée, c'est de savoir à quel niveau exactement vous situez-vous. Est-ce que le sujet, il est totalement nouveau pour votre institution financière, c'est-à-dire vous en avez entendu parler, c'est encore pas formel et tout cela, ce premier groupe-là, ou vous vous situez dans une phase où vous avez peut-être mis en place une stratégie, vous comptez l'implémenter, mais vous êtes vraiment à la phase de démarrage, ou vous êtes dans le troisième groupe de ceux qui ont déjà mis en place donc des pratiques durables et qui sont donc dans cette phase-là donc de croissance dans ce domaine donc de durabilité. Là, je vais faire juste intervenir 2 personnes et on va continuer. Oui, monsieur. Good morning. I think my name is Maggie Atanga, Marguerite Atanga. À CCA, nous avons une stratégie de finances durable qui n'est pas encore achevée, mais que nous sommes déjà en voie d'implémentation. Parce que, en fait, nous mettons l'emphase sur le reboisement, par exemple, quand nous voulons financer des crédits qui sont liés à ce type d'activité. Nous sommes aussi tournés vers travailler beaucoup plus avec des entreprises qui sont qui font le recyclage des déchets en plastique et autres. Nous travaillons aussi avec des entreprises tournées vers l'énergie solaire. Ceci en droite ligne avec
notre stratégie de finances durables que nous sommes en train de constituer. Mais voilà, thank you. Et donc, comme vous le voyez, il y a certainement des institutions qui sont plus avancées que d'autres. Certaines commencent maintenant, ou peut-être même qu'elles appliquent des pratiques, mais qui ne sont pas formalisées au sein donc, de l'institution. Nous allons continuer donc avec la prochaine slide où je vous donne un peu de façon globale. Elle avait déjà posé la question, est-ce qu'on veut parler de durabilité seulement dans le sens environnemental? On connaît la définition, je dirais, depuis 1987 de qu'est-ce que c'est que la durabilité, donc les besoins de satisfaction donc, des générations présentes tout en n'impactant pas négativement celles du futur. On sait que ça prend donc toutes ces entités au niveau de l'environnement, mais au niveau des hommes, donc au volet social, mais également le volet économique. Ça, c'est la définition globale. Mais quand on vient maintenant au niveau donc, des banques, de façon spécifique, lorsqu'on dit qu'une banque est durable, c'est essentiellement lorsqu'elle commence à intégrer certains critères dits non financiers. Parce que depuis longtemps, vous le savez, les activités donc commerciales ont très souvent mis en marge tout ce qui était volé ou pris en compte donc des critères non financiers. Donc, dès l'instant où il y a maintenant la prise en compte de critères non financiers liés à l'environnement, au volet social et à la gouvernance, une institution qui fournit des produits durables et qui implique également ses parties prenantes et qui met l'accent sur l'impact négatif qu'elle pourrait avoir en gérant donc ces impacts-là. En ce moment, on commence à parler donc de durabilité au niveau du secteur financier. C'est des nouveaux thèmes qui sont apparus pour ajouter donc des critères non financiers aux critères traditionnels financiers que nous avons l'habitude d'avoir. Donc dire et parler de durabilité en entreprise, c'est essentiellement faire attrait donc à tout ce qui est stratégie, tout ce qui est mécanisme en place au niveau donc de l'institution, dans le but principal de réduire donc son impact négatif, que ce soit au niveau donc environnemental, que ce soit au niveau social, mais également d'améliorer sa gouvernance à l'interne au niveau donc de son institution. Donc, il faut donc retenir que désormais, on ajoute à tout ce qui est critères financiers traditionnels les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, en faisant maintenant une stratégie, une politique, des mécanismes en place pour pouvoir mieux gérer son impact sur ces trois aspects-là, environnemental, social et de gouvernance. Vous allez le voir, il n'y a pas une stratégie commune dans ce parcours-là vers la durabilité. Cela dépendra donc de l'organisation, de comment est-ce qu'elle est caractérisée, quelles sont les valeurs de l'institution en elle-même. Et c'est ce qui va définir la stratégie. Parce que on verra par la suite le parcours. Tout va donc de la base donc, de l'analyse de la situation donc, de l'entreprise. Quelles sont ses valeurs, comment est-ce qu'elle est constituée, quel est le secteur où l'institution opère, quels sont ses clients. Et tout ça va définir donc, le parcours de durabilité à mettre en place. Parce que même la compréhension donc, de cette terminologie-là diffère d'une institution à l'autre et les priorités également diffèrent. Par exemple, une institution peut voir en termes de durabilité, par exemple, uniquement lorsqu'elle va réduire son empreinte carbone, c'est-à-dire émettre tout ce qui est très très peu d'activité en termes de production donc, de carbone qui accélère dans tout ce qui est réchauffement climatique et privilégier donc tout ce qui est énergie renouvelable dans toutes ces opérations. Pendant qu'une autre va plutôt regarder dans les aspects de biodiversité, de conservation donc des ressources naturelles qui sera plus focus sur ces aspects-là, pendant que d'autres aussi vont regarder tous ces aspects d'égalité, des chances, la proportion des femmes, donc beaucoup plus le volet social des communautés dans lesquelles elles opèrent. Donc, déjà qu'il faut garder en tête qu'il n'y a pas une stratégie commune ou individuelle, c'est une approche qui est basée donc sur la caractéristique de chaque institution. Je vais donc ici commencer à parler de tout ce qui est attente. Très certainement, quand vous voyez ces trois images, ça vous parle un peu de tout ce qu'il y a pu avoir en termes donc de
d'impact négatif financier sur les institutions financières parce qu'elles n'ont pas pris en compte certains aspects critiques donc, dans leurs activités ou dans leurs opérations. Vous vous rappelez, en 2010, la marée noire causée par la plateforme qui a été conduite par l'entreprise de pétrole British Petroleum, qui a causé donc un impact financier très très important, à peu près 53 milliards de dollars à cause donc du fait que tout n'avait pas été mis en place et qui a causé cet accident. Donc très certainement, ça commence à parler donc au milieu des institutions financières. Il y a aussi également la société Volkswagen en Allemagne qui a, je dirais, à truquer ou à traficoter donc les tests donc d'antipollution, ce qui lui a coûté donc le montant que vous voyez en termes donc de sanctions et d'amendes. Également Facebook, vous pourrez lui dire mais pourquoi est-ce qu'on le met en termes de collecte de données? C'est l'aspect social qui se passe là parce que les données des personnes ont été prises sans leur consentement. Vous verrez par la suite que dans la durabilité, on parle également de comment est-ce que vous traitez les parties prenantes, comment vous traitez les clients, donc tout ce qui est donc responsabilité envers donc toutes les parties prenantes. Donc tous ces aspects-là, et ça c'est beaucoup plus récent, 2010, 2015, 2014, font que de plus en plus d'institutions s'intéressent à comment mettre en place des stratégies, des mécanismes, des politiques à leur sein pour mieux gérer, c'est-à-dire d'abord même identifier qu'est-ce qui pourrait être risque environnemental et social au sein donc de leurs institutions, mais également être à mesure donc de gérer tout ce qui est risque ISG. Ici, les attentes, on a dit, sont de plus en plus croissantes. Lorsqu'on regarde un peu l'historique, cette thématique-là devient de plus en plus au cœur donc des institutions financières. Si nous nous limitons donc dans l'espace depuis les années 2000, où on était dans une phase je dirais, non prise de conscience donc des aspects donc environnementaux et sociaux donc dans les activités commerciales. À partir donc des années 2000, de plus en plus donc d'institutions ont commencé à prendre conscience du fait qu'il faudra intégrer donc tout ce qui est aspect environnemental dans les opérations. Lorsqu'on migre vers les années mi-2000, il commence à avoir maintenant de la réglementation qui va initier tout ce qui est normes environnementales, de sorte que les entreprises, les pionnières ont commencé à intégrer les aspects de risques environnementaux et sociaux donc, dans leurs opérations. Ensuite, la progression va continuer de plus en plus donc, d'activités ISG, donc environnementales, sociales et gouvernance. Ensuite, les entreprises se sont rendues compte que si elles ne prenaient pas en compte ces aspects-là, il y avait donc un grand risque donc, de réputation. Vous avez vu au niveau des exemples que je vous ai donnés, c'est véritablement non seulement un grand risque de réputation, mais en même temps un grand risque financier parce que le fait d'avoir manqué donc, dans le mécanisme d'identification et de sécurisation donc, de tout ce qui est environnemental, social et de gouvernance a causé donc, toutes ces pertes énormes au niveau financier. Et donc de plus en plus d'attentes se font ressentir et jusque dans les années maintenant 2020 où ça devient de plus en plus systématique dans la plupart donc, des institutions de mettre au cœur donc, de leurs activités commerciales tout ce qui est gestion de risques environnementaux, sociaux, mais également d'améliorer la gouvernance en leur sein. Je vais donner donc un peu plus de détails en termes d'attentes spécifiques. Voilà, allez-y. On a évoqué les sanctions pécuniaires envers BP et envers Volkswagen. La question qui me passe à l'esprit, qu'est-ce qui est devenu cet argent? Où a-t-il été orienté? A-t-il été mis dans un fonds pour le sujet ou les États se sont accaparés le fonds? Bon, c'est une belle question. En général, bon, te dire exactement où est-ce que c'est passé, je ne l'ai pas traqué, mais je sais qu'en général, même quand ça se passe au niveau national, qu'une entreprise doit être sanctionnée, en général, ça va dans un fonds qui sert au secteur ou aux communautés locales. Mais dans ce cas-ci, je ne pourrais pas donner de réponse claire de exactement où est-ce qu'est parti le fonds. Voilà. Mais en général, lorsque vous enfreignez à la réglementation, vous payez ces frais. Voilà, donc je vais me focaliser sur les attentes principales
lorsqu'on parle donc de durabilité, donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'intégration donc de tout ce qui est critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc ici aujourd'hui, c'est vrai qu'on a souvent entendu parler donc de cette terminologie ESG un peu partout, mais il faudrait donc au sortir donc de cette formation-là garder en mémoire que de plus en plus donc de critères non financiers qui s'ajoutent donc aux paramètres financiers traditionnels s'ajoute maintenant le volet environnemental, social et de gouvernance. Ici, essentiellement, lorsqu'on parle environnement, c'est donc mettre en place tout ce qui est stratégie, mécanisme pour vraiment réduire son impact direct et indirect. Tout ce qui est impact direct, c'est la fonctionnalité donc de votre banque, de votre microfinance, de votre institution, mais également impact direct, c'est-à-dire au travers des opérations de vos clients. Donc, où vous n'avez pas la même mise directe sur comment intervenir là-dessus, mais c'est ce qui est indirect, c'est-à-dire à travers vos clients, à travers les opérations. Et tout ce qui est impact direct, c'est concernant donc vos activités à l'interne. Par exemple, on verra tout à l'heure tout ce qui est émission de gestion des déchets toxiques, respect donc de la réglementation environnementale au niveau même de vos institutions. Et s'ajoutent également donc les critères sociaux, donc de plus en plus des aspects donc de réglementation à l'international, donc respecter tout ce qui est normes de l'organisation donc du travail, donc les conditions de travail, augmenter tout ce qui est dialogue social au sein des entreprises, beaucoup plus de diversité, d'inclusion. Donc tous ces critères-là désormais sont pris en compte. Et enfin, donc tout ce qui est gouvernance. Donc on regardera un peu plus à la manière dont vous gérez donc votre institution, donc comment c'est administré, comment c'est contrôlé, comment vous respectez tout ce qui est fiscalité donc dans la zone où vous intervenez, comment est-ce que vous luttez contre la corruption, le blanchiment d'argent et tous ces aspects-là qui sont donc de plus en plus au cœur donc des attentes de vos parties prenantes. Il faut dire que donc le cadre ESG est surtout un cadre je dirais, d'investissement, donc ce qui présente donc tous ces critères que vous devez regarder en termes donc d'impact au niveau environnemental et social. Donc c'est essentiellement un cadre. Ensuite, nous allons aller maintenant dans le second point où on vous présente donc les cadres. Donc vous avez différents critères que vous devez reporter au niveau de l'ESG. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? Concrètement, comment vous devez agir de sorte à ce qu'au final, vous puissiez avoir donc ces critères ESG et les reporter pour montrer donc votre performance en termes donc de gestion donc des critères non financiers. Et là, la deuxième attente majeure, c'est comment vous améliorez votre performance environnementale et sociale directe. Je donne un exemple très simple. Par exemple, votre institution, vous utilisez par exemple du papier et vous vous rendez compte par exemple que à chaque mail ou à chaque message, les employés doivent imprimer le papier. Donc le taux d'impression est très très élevé par exemple. Et vous savez que quand on dit papier, on dit bois. Quand on dit bois, on parle également donc des aspects donc de déforestation. Et donc pour une institution, elle peut dire moi je veux réduire tout ce qui est je dirais ma capacité à imprimer par exemple de l'impression. Donc on passe beaucoup plutôt à des aspects de réduction donc de papier ou même à utiliser des papiers recyclés, tout cela pour réduire donc notre empreinte dans ce domaine. Ça peut être simplement comment est-ce que vous gérez tout ce qui est plastique, tout ce qui est déchets. Est-ce que vous recyclez au sein même donc des agences dans lesquelles vous êtes, que ce soit dans la maison mère ou toutes les agences, comment est-ce que vous prenez en compte ces aspects-là? Et voilà, donc ça vous permet donc également de réduire. Comment vous utilisez le plastique et tout cela. Donc ce sont des aspects concrets que vous pouvez mettre en place au sein de votre institution pour réduire votre empreinte carbone, c'est-à-dire réduire votre capacité à émettre donc du carbone dans l'atmosphère pour causer donc tout ce qui est réchauffement climatique. Il y a également donc tout ce qui est conditions de travail. J'ai parlé donc ici de direct, c'est-à-dire vos employés, les personnes avec qui vous travaillez, quelles sont les conditions sociales. Donc vous avez un impact direct sur ces personnes-là. Par exemple, au niveau donc des ressources humaines, souvent on met en place donc des politiques donc de ressources humaines pour comment vous gérez les employés, comment vous les recrutez, comment vous checkez
en termes donc d'âge des personnes qui viennent, comment vous vérifiez tous ces paramètres-là, quelle est la procédure de sanction, est-ce que c'est correct ou pas. Donc, toutes ces conditions-là sont des domaines ou des aspects dans lesquels vous pouvez agir directement parce qu'au niveau donc de l'institution, vous prenez la décision, vous mettez en place la stratégie. Ensuite, le troisième point, c'est la capacité donc d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques indirects. Comme je l'ai dit, par exemple, une institution de microcrédit ou une banque travaille donc avec plusieurs bénéficiaires finaux, avec différents projets. Je donne par exemple un exemple de par exemple, quelqu'un qui arrive avec un projet où il veut faire par exemple 1000 hectares de cacao culture et dans son business plan, il doit détruire à peu près 1000 hectares également de forêt dense par exemple. Là, ça commence à vous faire tiquer parce que vous voulez vous engager donc dans une stratégie donc, de préservation, par exemple, des ressources naturelles et vous avez un projet qui va engendrer donc la destruction de la forêt ou par exemple un projet où à l'analyse, vous vous rendez compte qu'il y a tous ces aspects donc, du travail des enfants et tout cela. Est-ce que vous voulez être lié à tout ce qui est aspect du travail des enfants et tout ça? Et donc, l'institution doit mettre en place que ce soit des politiques, des procédures en son sein, pour pouvoir identifier quel type de risque est associé à différents segments, à différents projets qui vous sont soumis. Donc, non seulement vous les identifiez, mais vous devez être capable donc, de les évaluer. Des institutions de développement viendront et diront, par exemple, nous, on ne veut pas financer des projets à haut risque environnemental et social. Vous vous dites, bon, un projet à haut risque environnemental et social, qu'est-ce que c'est? En fait, dans la stratégie d'évaluation, il y a ce qu'ils appellent la catégorisation. Vous devez être à même d'avoir des outils qui vous permettent de catégoriser donc, le type de projet. Par exemple, tel projet, en fonction donc, de tout ce que j'ai reçu comme information, on pourrait le catégoriser dans la catégorie de risque INS faible ou bien la catégorie de risque moyen ou substantiel ou très élevé. En général, pour ceux qui sont par exemple dans les secteurs miniers, la plupart de ces domaines-là sont classés dans les secteurs dans la catégorie élevée. Et tout ce qui est par exemple software, commerce de détail et tout ça dans la catégorie faible. En général, l'agriculture est à cheval entre tout ce qui est catégorie moyen ou catégorie élevée en fonction donc des dimensions donc, du projet. Donc vous, en tant qu'institution, vous devez donc être capable de pouvoir mettre en place toute la procédure pour identifier, évaluer et gérer vos risques environnementaux et sociaux à travers vos opérations. Et donc, très souvent, ça commence par la mise en place d'une liste d'exclusion. Je crois que pour beaucoup, vous savez un peu ce que c'est la liste d'exclusion. Ok, donc c'est parfait. Tu vois, je sais que j'étais en train de faire une due diligence et on a demandé à l'institution, est-ce que vous avez une liste d'exclusion? C'est-à-dire une liste d'activités pour lesquelles vous ne voulez absolument pas financer. Ils disent non, on n'a pas une liste d'exclusion de façon explicite, mais par exemple, on ne finance pas tous les projets à haut risque, tous les projets qui sont liés au travail des enfants. Donc, ils ont commencé à citer, mais dans le fond, c'est vrai qu'ils n'ont pas ça sur papier, mais ils l'appliquent indirectement. Donc, c'est mettre en place donc, une liste d'exclusion pour des activités pour lesquelles votre institution ne veut absolument pas intervenir. Et ça va aussi en corrélation avec les institutions de développement qui viennent avec des exigences bien spécifiques, que ce soit la BEI, que ce soit d'autres institutions de développement. Ces institutions-là viennent avec des listes d'exclusion de façon spécifique appliquées à la ligne de crédit. Et donc, votre institution, vous devez avoir votre propre liste d'exclusion, donc dans laquelle vous vous sentez à l'aise en termes d'intervention, mais également, une fois que vous signez donc un partenariat ou une collaboration avec une institution de développement, vous devez être mieux à même de vous conformer à la liste d'exclusion de la banque de développement pour laquelle vous rentrez en partenariat pour la ligne de crédit de façon spécifique. Maintenant, si par la suite vous voulez appliquer cette liste d'exclusion de cette institution de développement à votre portefeuille, c'est-à-dire les autres lignes, là, ça dépendra de vous. Mais pour être en conformité avec la convention que vous signez avec la banque de développement,
vous devez respecter donc sa liste d'exclusion. Et donc voilà, l'une des secondes étapes, c'est mettre en place donc une politique. C'est quoi exactement? Vous vous engagez de façon officielle à adhérer à certaines normes environnementales et sociales. Par exemple, nous, on ne veut pas du tout être mêlé à tout ce qui est travail des enfants. On veut préserver donc l'environnement. Donc, il y a certaines normes qui ont été élaborées, des standards pour lesquels vous pouvez décider en tant qu'institution d'adhérer et de vous conformer. Voilà, il y a tout ce qui est mécanisme de gestion des griefs. Vous savez que vous intervenez dans pas mal de secteurs et quelquefois, ça peut impacter donc aussi bien les communautés locales qui donc doivent avoir un moyen de faire remonter tout ce qui est plainte et grief, de sorte à ce que cela soit pris en compte. Très souvent, ça rentre dans les lignes d'exigence des institutions de développement pour lesquelles on demande de mettre en place un système qui puisse régler tout ce qui est grief. Et voilà, le dernier point, c'est également la sensibilisation. Vous savez que le sujet, il est nouveau pour la plupart, non seulement pour les institutions elles-mêmes, mais également pour les clients de façon particulière. Donc, ça passe par la phase de la sensibilisation sur comment mener des activités qui tiennent en compte donc, la protection de l'environnement, mais également réduire tout ce qui est risque de pollution et penser vers donc, des activités de recyclage, etc., etc. Le quatrième point, c'est un autre pilier qui est beaucoup plus au niveau donc, de la conception ou donc de la mise en place donc, de produits qui ont un impact environnemental et social positif. De plus en plus, on parle de produits de crédit vert. On a échangé pas mal avec des institutions au cours donc de cette académie qui sont vraiment intéressées à offrir ou à entrer donc dans ce segment d'offrir donc des produits qui sont divers, c'est-à-dire des produits qui ont un impact environnemental positif, comme ici on l'a dit, comme tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est technologie en termes d'efficacité énergétique. Si par exemple, j'ai l'habitude de poser cette question, si vous avez le choix de financer un équipement, soit un tracteur ou un moteur qui est un peu cher mais qui a une efficacité assez élevée, et vous avez une autre machine ou un autre moteur qui a l'efficacité un peu moindre mais qui est un peu moins cher, est-ce que vous conseillerez quelle option à votre client par exemple? La question, vous avez le choix entre un équipement qui est plutôt efficace, c'est-à-dire en termes d'utilisation de fioul et tout cela, mais qui est un peu plus cher. Et tu as la seconde option où la machine est un peu moins performante, mais elle est moins chère. Vers quelle option vous aurez intérêt? C'est vrai que l'Afrique n'est pas la grande contributrice en termes de réchauffement climatique, mais nous sommes non seulement vulnérables et donc le plus impactés par tout ce qui est donc changement climatique et tous ces aléas-là. Donc, est-ce qu'on doit attendre de vraiment subir de plus en plus cet impact-là pour mettre en place des mesures propres à nous-mêmes, ou on doit attendre que la solution vienne d'ailleurs? Bon, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un débat et on va continuer à échanger. En général, lorsque les institutions viennent, vous rentrez dans une phase de négociation et d'échange. Donc, vous êtes d'accord sur tous les points dans les conventions dans lesquelles vous signez. C'est jamais imposé. On propose, est-ce que les conditions vous arrangent ou pas? Donc, là, il faut le voir comme ça que c'est... donc, il y a cela. Et le deuxième point, au niveau donc de l'agriculture, par exemple, parce que je peux aussi intervenir dans ce domaine-là, c'est que on ne va pas attendre forcément la solution venant d'ailleurs. Par exemple, vous avez parlé de cacaoculture. La seule solution n'est pas forcément, par exemple, la monoculture, c'est-à-dire on détruit tout et on plante uniquement de cacao. Il y a beaucoup de pratiques maintenant agricoles qui sont en place et qui permettent donc de préserver, par exemple, l'agroforesterie, pour laquelle aussi j'ai travaillé, qui permet donc de combiner tout ce qui est arbre maintenant avec la cacaoculture, permettant donc de préserver notre couvert forestier. Il y a plein d'autres techniques
qu'on peut intégrer au niveau donc, de l'agriculture qui pourrait donc nous permettre donc, de réduire notre impact négatif sur la forêt et tout ce qui est pollution. Donc ça, c'est faisable. Soyez optimistes parce que l'idée ici, c'est pas que demain, une institution financière décide du jour au lendemain que je ne vais plus dans tel secteur. Comme on l'a dit, c'est vraiment une phase de transition. On va étape par étape jusqu'à ce que donc, les structures soient mieux équipées, jusqu'à ce que, par exemple, on a travaillé avec des institutions financières qui étaient, par exemple, dans le domaine des mines. Est-ce que avec 80% donc du portfolio dans ce secteur-là, est-ce que du jour au lendemain, ils disent on ne finance plus de mines? Et donc là, ça passe par des étapes donc de sortie progressive. Donc, ce n'est pas vraiment un changement brutal et du jour au lendemain. Donc, c'est un processus. Et donc, trouver en même temps d'autres segments que la banque peut intégrer pour pouvoir mieux passer cette phase de transition. Donc, nous sommes, je crois, tous en phase. Le dernier point que je voudrais mentionner sur celui-là, c'est qu'il y a très souvent donc, des échanges sur comment accéder donc, à ces produits verts et à ces prêts verts. Très souvent, les institutions sont accompagnées dans le cadre de l'accréditation par le fonds climatique vert. Dans tout ce qui est due diligence, c'est un processus. Quelquefois, les institutions disent que c'est assez onéreux, mais c'est tout ce qui est due diligence de sorte à identifier tout ce qui est gap et mettre en place toutes les procédures donc, au sein de ces institutions-là pour qu'elles puissent avoir cette accréditation qui leur donne droit donc, à ces financements-là pour des projets divers. Il y a également aussi des institutions de développement qui ont élaboré des critères bien spécifiques de qu'est-ce que c'est qu'un produit vert ou une technologie dans le domaine du vert et qui donc octroient donc des lignes de crédit de façon spécifique donc selon donc, ces critères d'éligibilité-là que donc, ces banques-là peuvent bénéficier. Donc, le dernier point, c'est le rapportage. J'ai parlé donc du cadre d'identifier donc ces indicateurs-là qui vous permettent donc de montrer votre performance en termes de gestion environnementale et sociale, comment vous gérez à l'interne, comment vous gérez au travers de vos opérations. En même temps, il faut regarder l'aspect de comment je présente ça et je communique ou je divulgue ma performance au niveau environnemental et social. Et il y a plusieurs organisations, des institutions qui ont mis en place donc, des approches qui vous permettent donc, en tant qu'institution de pouvoir publier votre performance environnementale, sociale et gouvernance, qui donc montre donc votre santé dans ce domaine-là, mais qui permet également aux institutions financières de voir à quel niveau de santé, selon les critères extra-financiers, vous vous situez et permettre donc à leur niveau donc, le meilleur choix en termes de meilleurs partenaires. Et donc de façon spécifique, le rapportage ou le reporting donc, de vos critères, c'est vraiment pour permettre un cadre international pour l'établissement donc de tout ce qui est divulgation donc de données ESG, mais en même temps on cherche à avoir une approche normalisée parce que d'un bord à l'autre les approches diffèrent, la méthodologie diffère et quelquefois c'est pas les mêmes informations qui sont reportées et c'est quelquefois un peu difficile pour les institutions d'investissement donc de faire vraiment le choix en termes donc de partenaires efficaces dans le domaine donc de la gestion environnementale et sociale. De façon spécifique, les méthodes que l'on utilise pour ce reporting, ce rapportage, c'est véritablement d'identifier ce qu'on appelle des sujets de matérialité. Comme je l'ai dit, ça dépend de chaque institution, de chaque domaine dans lequel vous intervenez. Donc, cette analyse de matérialité va vous permettre donc d'identifier les points ESG importants qui sont pour vous, pour lesquels vous voulez donc développer donc des stratégies. Donc cette analyse donc de la matérialité permet donc d'identifier les sujets clés. Est-ce les conditions du travail? Est-ce que c'est tout ce qui est conservation de la biodiversité, etc., etc. Donc différents sujets seront identifiés, donc hiérarchisés en termes de priorité au terme donc de cette analyse de matérialité, tout en faisant intervenir toutes vos parties prenantes pour savoir si le sujet donc, est d'intérêt pour également vos parties prenantes. Ensuite, vous identifierez tout ce qui est indicateur, quelle est ma quantité de CO2 d'émissions au travers de mes activités, etc., etc., le nombre de femmes que j'emploie. Donc, d'identifier vous-même les critères spécifiques que vous voulez reporter et donc
être conforme donc aux moyens. Ensuite, de façon spécifique, qu'est-ce que cela apporte? Donc, une transparence qui est renforcée. Donc, lorsque nous avons tous ces résultats-là, on sait comment est-ce que vous gérez tout ce qui est risque ESG. Ça permet également donc de comparer à travers différentes institutions, d'avoir une réputation positive en termes donc de responsabilité sociale et environnementale. Mais un des points clés qui est aussi le nerf de la guerre, c'est l'accès aussi au capital au travers donc une meilleure santé dans le domaine ESG. Ok. Donc, et là, j'ai juste mis quelques institutions qui permettent donc aux institutions financières donc de pouvoir reporter leur performance sociale. Donc, on a le Global Reporting Initiative qui également vous donne donc un cadre, une méthodologie pour pouvoir donc divulguer votre performance en termes ESG. Quand il y a des sujets aussi beaucoup plus thématiques, par exemple comme au niveau du carbone ou c'est lié au climat, il y a également d'autres boards qui sont également offerts donc aux institutions financières pour leur permettre donc de divulguer leurs performances. La toute dernière qui est l'International Financial Reporting Standard qui pense de plus en plus à harmoniser ce système de reporting là, parce que chaque institution, comme je l'ai dit, a sa méthodologie et des fois la comparabilité est un peu difficile. Donc le tout dernier est en train de travailler à harmoniser donc les approches de sorte que on puisse avoir un meilleur jugement en termes de comparaison donc des différents reporting lorsqu'il s'agit donc de ESG. Voilà, donc en résumé pour cette partie, en général, lorsqu'on commence à parler de ESG ou des gestions environnementales et sociales, ce que j'aimerais également aussi que vous gardiez en tête au sortir donc de ce moment-là, c'est que très souvent, lorsqu'on parle donc de ces systèmes-là, vous devez penser à avoir une politique. Donc une politique qui montre de façon claire l'engagement de votre institution en termes donc de respect de certaines normes que vous aurez identifiées. En deuxième, il y a aussi ce qu'on appelle la capacité. Est-ce qu'à l'interne, ou est-ce que vous devez recruter des personnes qui sont aptes à pouvoir mener donc à mieux dans tout ce qui est gestion environnementale et sociale. Il y a tout ce qui est procédure. Donc, de façon détaillée, vous devez mettre en place tout ce qui est procédure qui va vous permettre donc de pouvoir identifier le risque, de pouvoir le gérer, de pouvoir éviter le risque. Donc, tout ce qui est également outils, donc qui vous permet donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir catégoriser le niveau de risque, qui vous permet donc d'accepter tel risque ou de refuser d'autres. Et donc, il y a également tout ce qui est monitoring et évaluation qui vous permet donc après disbursement, après avoir décaissé, de permettre donc le suivi, donc le niveau donc des risques environnementaux et sociaux de vos opérations. Le dernier, c'était le reportage, comme je vous ai dit. C'est vrai, on travaille à mettre en place des outils, à analyser, mais ce qui est important également, c'est de pouvoir reporter non seulement à vos parties prenantes, mais également à l'interne. Le dernier point, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de règlement des griefs. Il y en a deux. Il y a celui qui est interne, c'est-à-dire permettre donc à vos employés avec qui vous travaillez de pouvoir faire revenir tout ce qui est complainte, mais également tout ce qui est mécanisme de règlement externe, permettre donc à tous ceux qui sont impactés au travers donc de vos opérations de faire remonter leur grief et tout ce qui est complainte pour que cela soit pris en compte. Voilà, donc je vais maintenant aborder la section sur le défi et avantages. J'ai parlé un peu de ESG, de gestion environnementale et sociale, comment vous pouvez le gérer à l'interne, comment vous pouvez le gérer à l'externe, comment vous pouvez adhérer à certaines normes au niveau même national, donc dans le pays où vous opérez ou au niveau international. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être comme un challenge pour vous actuellement en termes de... tu vas faire, ils vont tricher. OK. Donc, en termes de défis qui pourraient donc être, je dirais, un blocage en tant qu'institution pour mettre en place tout ce que je suis en train de dire depuis un moment. Qu'est-ce que vous voyez comme défi? Voilà, pour mettre en place tout cela, qu'est-ce que vous voyez comme défi? Qu'est-ce qui pourrait être un challenge en tant qu'institution? Voilà.
Ok, bon, peut-être que les autres n'ont pas entendu. Je disais que la conduite du changement est un défi parce que de ce que je vois, il y a un changement organisationnel, il y a un changement également de pratique et de mentalité. Donc le défi, c'est vraiment de bien conduire ce changement. Merci, madame. Je pense qu'on pourrait ajouter aussi, on va dire, l'harmonisation. Enfin, je veux dire, en termes, si là, on parle des établissements financiers. S'il n'y a pas d'harmonisation au sens, par exemple, de l'association des établissements financiers, les établissements qui seront les pionniers en fait dans le domaine vont être confrontés à comment je pourrais appeler ça, à une difficulté puisque le marché, ils seront un peu hors marché puisqu'ils seront plus ou moins les seuls en fait en décalage, ils seront les seuls donc à l'appliquer et du coup ça peut devenir comme un facteur limitant dans leur développement. Donc je vois là aussi un autre défi qui est plutôt lié à la technologie en fait. C'est-à-dire, si vous voyez, vous dites à un de vos clients qui par exemple doit construire une usine de transformation d'huile de palme par exemple, et que vous voulez que son usine soit RSE, il faut avoir des compétences, il faut avoir des structures qui sont capables de l'accompagner et de faire les études nécessaires pour lui permettre justement de se mettre aux normes. Et il faut aussi avoir un accès facile aussi à la technologie qui correspond bien au respect de l'environnement social, enfin à l'environnement. Voilà. Ok, donc on va découvrir ce que j'ai eu aussi à l'idée. Je pense qu'on se rejoint. Si vous vous rappelez également du sondage qu'on a eu hier soir avant de partir, l'un des éléments clés aussi qui était revenu, c'était le manque de connaissances, de technologie et tout cela pour pouvoir vraiment entrer dans ce secteur-là. Donc le premier que j'ai mis, c'est la nécessité de sensibiliser donc les investisseurs et toutes les institutions qui sont réfractaires. Vous l'avez dit, c'est le changement, donc c'est nouveau pour pas mal d'institutions. Donc comment passer dans cette phase-là donc de compréhension même, de prise de conscience de l'importance donc de ces aspects-là. Vous l'avez aussi bien mentionné, c'est le manque d'outils, de connaissances et d'expertise. Donc, comment est-ce que vous irez identifier? Est-ce que vous avez l'expertise? Est-ce que vous avez besoin donc de soutien et tout cela? Donc, comment être préparé donc à développer cette vision, cette stratégie en termes donc de mise en place donc de stratégie ESG? Et également, je l'ai dit, il faut avoir donc une connaissance approfondie donc de vos clients. Demain, vous voulez proposer des produits qui tiennent compte de l'environnement. Donc, la connaissance donc de votre portfolio, de vos clients, vous permettrait donc d'intégrer de nouveaux segments, que ce soit de niche ou pas. Donc, la connaissance du client est clé. Et vous l'avez aussi mentionné en termes de législation d'un pays à l'autre. Les législations dans le domaine diffèrent. Et donc, penser à une meilleure harmonisation va donc aider à mieux mettre en place donc, tout ce qui est analyse ESG. Le tout dernier point, c'est la transparence donc, des critères ESG. Je vous ai dit qu'il y a pas mal de sources ou de moyens donc, de reporter. Et très souvent ou quelquefois, il y a des reportings d'activités qui ne sont pas forcément verts et qui sont reportés, dont on appelle le greenwashing, ce qui fait que une entreprise peut être vue comme prenant en compte tous ces paramètres alors qu'en fait elle ne l'est pas vraiment. Donc une mesure d'harmonisation et une meilleure transparence donc, dans ce domaine du reporting aiderait donc à identifier je dirais les bons élèves dans ce secteur. C'est sûr, oui, le coût de la mise en place donc de tous ces aspects-là également est aussi à prendre en compte là. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, j'ai juste sélectionné les points clés, mais je me dis également qu'on pourrait commencer par donc, la mise en place donc, de l'utilisation donc, du personnel interne pour la mise en place donc, de politiques, de procédures. Très souvent, quand les entreprises commencent, elles commencent avec les départements à l'interne, donc des personnes focaux qui travaillent là-dessus et qui donc aident à mettre en place tout ce qui est procédure et pour analyser tout le reste. Donc, maintenant, dans la phase de la mise en place donc, des plans d'action, lorsque vous devez suivre tout un projet, ça demande également des moyens, comme vous l'avez dit. Et là, maintenant, comment tirer profit donc, de la mise en œuvre donc, de pratiques durables? J'ai élaboré ici quelques points clés
qui est donc l'avantage comparatif, donc aller vers une institution qui est durable, donc aide à mieux attirer donc des clients qui voudraient spécifiquement donc des institutions qui sont plus responsables en termes donc de pratiques environnementales et sociales. Ça appelle donc aux investisseurs qui sont de plus en plus enclins à soutenir tout ce qui est projet lié au climat et à l'environnement, mais également aussi à tout ce qui est conformité aux exigences réglementaires, que ce soit au niveau national qu'au niveau international. Vous vous conformez donc à ces exigences-là, vous donne donc un plus. Je parlais tout à l'heure de quelquefois lorsque nous enfreignons donc la loi et tout ce qui est impact négatif. L'acquisition donc de talents, donc des personnes qui sont très talentueuses, qui cherchent donc à évoluer donc dans un cadre où tout ce qui est durabilité est au cœur donc du développement donc de l'institution est également clé. L'augmentation du chiffre d'affaires parce que vous atteignez d'autres marchés et également la facilité donc de pouvoir avoir accès à tout ce qui est financement vert à des coûts donc avantageux pour investir dans certains secteurs bien spécifiques du vert. Là, j'ai voulu juste présenter quelques potentialités que nous avons au niveau de l'Afrique à partir donc de la dernière étude sur la perspective économique en Afrique de la BAD, de la Banque africaine de développement, qui nous dit qu'on a véritablement du potentiel lorsqu'il s'agit donc d'investir dans le vert en Afrique. Donc le potentiel est là, le marché est là. Ils l'ont estimé même au niveau du secteur agricole que la taille du marché devrait atteindre à peu près 1 000 milliards de dollars d'ici 2030, selon leurs estimations. Au niveau donc de côté énergie, c'est à peu près 1,3 billion de dollars qui sera mobilisé d'ici 2030. Tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, également chiffré en centaines de milliards. Donc, au niveau du transport, tout ce qui est croissance annuelle, donc en termes de batteries, de véhicules électriques, d'ici 2030, devrait augmenter à peu près de 22%. Donc, selon donc la BAD, le potentiel est là, les opportunités sont là. Maintenant, il faudrait qu'on puisse mettre en place tout ce qui est mécanisme qui pourrait donc nous permettre de grandir donc dans ces différents segments-là. Et là, je voudrais vous poser juste une petite question avant de passer à la dernière section de cette formation. C'est tout ce que opportunité dans le domaine de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable. Quel segment vous voyez ou quelle technologie vous pensez qui pourrait être prise? Par exemple, si on prend l'agriculture, si on prend le transport, si on prend les infrastructures, qu'est-ce que vous pensez comme technologie verte qu'on pourrait soutenir ou mettre en place? Ou bon, je prends par exemple l'exemple de l'agriculture. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut mettre comme technologie en place qui tient compte de l'environnement et qui a un impact positif, par exemple, comme technologie? Ou si vous intervenez beaucoup plus dans le domaine de l'infrastructure, qu'est-ce que vous pensez qui peut être comme une technologie qui prend soin de... Oui, allez. Par exemple, aujourd'hui dans l'agriculture, on peut encourager la production de l'engrais bio. Voilà, pour essayer de shifter de l'engrais chimique. Mais la réalité aujourd'hui, c'est quoi? L'engrais bio coûte tellement cher, combien de paysans ont accès à cela? Donc, moi, c'est de pouvoir vulgariser ça au maximum pour que on puisse changer de modèle. Okay. Pour ne pas détruire les sols. Ok, merci bien. Merci. Moi, je proposerais l'irrigation sur la base des panneaux solaires. Okay. Je pense que ça se fait déjà au Kenya et ça marche très bien. Ça facilite beaucoup la vie des paysans de la zone. Okay. Merci bien. Ok, je pense que le prédécesseur il a marché sur ma langue. J'allais parler de ça, puisque au niveau de mon institution déjà, nous sommes dans le financement de pompes d'irrigation solaire. C'est vraiment un produit qui marche très bien.
et avec une rentabilité. Donc, en dehors de ça, je voulais parler aussi des biodigesteurs qui permettent de produire du biogaz et puis d'avoir aussi des fertilisants pour, dans le cadre de l'agriculture. Merci bien. Bonjour. Donc aujourd'hui, au niveau de notre institution, nous finançons une entreprise qui est dans le recyclage des huiles usagées pour la transformer en huile de moteur. Donc il fait de la collecte, voilà, au niveau des stations services et des communes. Et au niveau, il a une usine de transformation avec des additifs pour des huiles de moteur. Donc ça, c'est un projet très intéressant, surtout dans les domaines industriels. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour la finance verte. On a d'autres clients, par exemple, qui ont des usines d'huile de palme aujourd'hui et qui se sont rendus compte qu'ils ont des politiques en fait de zéro déchet. Voilà, en utilisant aujourd'hui tous les, comment on appelle ça, tous les déchets, voilà, qui recyclent. Bon, il y a une partie qui est utilisée pour faire du combustible, une partie qui est utilisée du combustible vert, une autre partie qui est utilisée pour du compost, engrais, et on en fait une partie pour les composants pour le savon. Donc je pense qu'aujourd'hui dans le domaine industriel, il y a pas mal de possibilités. Merci bien, madame. Ok. Donc, je pense qu'on va continuer. J'ai mis juste quelques points dans lesquels il y a aussi l'opportunité en termes de technologie concernant tout ce qui est énergie efficace et énergie renouvelable. Par exemple, on l'a si bien mentionné concernant l'agriculture, donc tout ce qui est pompage solaire de l'eau, ou même tout ce qui est système d'irrigation, donc pour pouvoir mieux gérer la disponibilité d'eau. Donc tout ce qui est dans le domaine donc du transport, on a parlé donc de véhicules électriques ou l'utilisation de certains carburants bio. Au niveau donc de la santé, il y a pas mal donc de technologies qui pourraient être mises en place comme des chauffe-eau solaires, comme le soleil de toiture, des types de climatisation efficients ou réfrigérateurs efficients. Donc les opportunités sont diverses et variées. Au niveau même de la construction, on a parlé donc de blocs de béton avec des matières qui tiennent compte donc de l'environnement. Donc, c'est pour dire que non seulement au niveau donc de l'Afrique, les opportunités sont là, mais également les technologies qui peuvent être mises en place sur lesquelles les institutions peuvent se focaliser également existent. La prochaine diapo. La prochaine, ok. Donc, voilà, nous sommes maintenant à la toute dernière section de cette séance-là. Si on peut avoir la feuille de route. Voilà. Donc, au niveau donc de IPC, on a pensé à mettre en place donc une feuille de route donc de la finance durable pour pouvoir appuyer, soutenir donc les institutions financières donc dans leur marche, donc dans leur parcours donc de durabilité. La première étape clé que nous avons identifiée et que nous tous ici nous sommes aussi d'accord là-dessus, c'est la prise de conscience. D'abord la prise de conscience donc de l'importance de cette thématique de la durabilité et cela se passe par l'utilisation de certains outils bien spécifiques. Très souvent, nous accompagnons dans une première phase de ce qu'on appelle un diagnostic institutionnel. Vous devez savoir comment vous êtes structuré, donc quel est le gap en termes donc au niveau donc de votre institution. Ensuite, tout ce qui est évaluation donc de la matérialité. J'avais mentionné cela dans mon propos un peu plus haut, qui vous permet donc d'identifier les sujets donc sur lesquels vous voulez développer votre stratégie. Donc, cette analyse de matérialité vous permet donc d'hiérarchiser tout ce qui est sujet important pour vous et sur lesquels vous bâtissez votre stratégie de durabilité. Et à partir de là, vous commencez maintenant donc à trouver donc des opportunités, à évaluer donc le marché. Vous l'avez dit, dans le domaine donc de l'agriculture, il y a pas mal d'opportunités. Donc, vous allez finalement voilà, trouver donc des opportunités qui sont liées donc à l'environnement et également au climat.
Le deuxième point, c'est après donc cette phase d'exploration, c'est véritablement de s'engager. À partir de là, tout ce qui est donc reporting sur la durabilité doit être mis en place. J'ai présenté différents boards et tout ça que vous pouvez utiliser. Le système de gestion environnementale initial, si vous ne l'avez pas, ça fait partie donc des éléments clés au niveau donc de l'engagement pour mettre en place donc une politique qui est véritablement la première étape. Pour les institutions qui n'en ont pas, ça passe par donc la mise en place donc de cette politique et ensuite tout ce qui est procédure, développement de capacité et tout ce qui est outils de reportage et tout ça. Donc le système de gestion environnementale est clé. Même si vous voulez aller dans la phase donc d'accréditation avec le Fonds Vert ou d'autres institutions, il vous faut avoir au minimum un système de gestion environnementale et sociale en place. Ensuite, voilà, tout ce qui est dans la dernière étape, c'est véritablement s'aligner. Une fois que vous avez exploré, vous êtes engagé donc dans la mise en place donc de tous ces systèmes-là. Il faut maintenant continuer donc dans l'implémentation en ayant donc un rapportage intégré, donc que ce soit de façon systématique pour l'institution. Le développement donc, je vous l'ai dit, de produits qui intègrent tous ces aspects ISG et par la suite commencer donc à étendre votre portfolio en termes donc d'investissement vert ou d'investissement durable. Donc ça c'est le parcours donc de durabilité, je dirais donc de Procrédit, une institution que IPC a soutenu pendant longtemps, qui n'avait absolument rien au départ. Donc dans les années 80, et à partir donc de 2003. La première étape, donc, c'était, je vous ai dit, la mise en place donc de la liste d'exclusion qui est clé en termes donc de vous permettre donc de choisir les activités pour lesquelles vous voulez vous engager ou pas. Et déjà dans les premières années, cette banque-là a eu l'occasion donc d'élaborer des premiers prêts verts et avoir accès à cela. Ensuite, la sensibilisation à l'interne. Il a commencé à avoir, comme aujourd'hui nous le faisons, des académies pour permettre donc au personnel à l'interne de savoir ce que c'est que la gestion environnementale et sociale, quels sont les outils qu'ils doivent utiliser, tout cela. Donc ces académies-là, appelées séminaires verts, ont permis donc d'augmenter la conscience en termes donc de gestion environnementale et sociale. Procrédit donc par la suite a mis en place donc la politique de gestion environnementale, toute la procédure, et ils ont commencé donc à partir donc des années 2018-2020 à établir des stratégies. Comme je l'ai dit, on identifie les points clés dans lesquels on veut développer notre stratégie. Et l'une de leurs stratégies, c'était au niveau donc du plastique. Comment réduire donc leur impact en termes d'utilisation du plastique. Et toute une stratégie a été mise en place. Ils ont pu certifier leurs bâtiments comme bâtiments verts. Et donc, ce processus-là continue maintenant jusqu'en 2020-2022 où ils reportent tout ce qui est impact environnemental et social, donc avec l'appui donc de IPC. Je finis mon propos. Le siège est en Allemagne, mais ils ont des agences un peu partout, surtout en Europe de l'Est, mais pas en Afrique. Voilà. Et donc, je voulais finir mon propos par cette dernière diapo pour vous présenter un peu tout ce que nous faisons en termes donc, de gestion environnementale et sociale en appuyant donc les institutions financières dans différents pays d'Afrique, notamment au Mali, au Sénégal, au Kenya, etc., etc. Le but essentiel dans cet appui-là, c'est de permettre donc tout ce que nous avons dit, l'analyse initiale, donc de tout ce qui est écart, afin d'identifier donc les normes pour lesquelles ces institutions-là pourraient adhérer. C'est de mettre en place tout le système de gestion environnementale et sociale qui est, je dirais, la base, et par la suite former et sensibiliser donc le personnel opérationnel à la mise en place de tous les outils qu'on aura développés avec eux. On le fait en présentiel, mais également on développe des outils en ligne qui permettent donc au quotidien à tous ces partenaires-là de pouvoir augmenter leur conscience et surtout leur capacité en termes d'identification et de gestion des risques environnementaux et sociaux. Là, nous avons un module, une formation en ligne dans la dernière slide qui, vous pouvez donc juste le scanner. L'origine, c'était en anglais. On l'a converti en français. En le scannant, vous pouvez voir donc les différents modules que nous proposons. Ils vont vous demander donc de vous inscrire
et en fonction donc de l'inscription, vous donneront accès à ces différents modules-là. Donc, voilà. Donc, voilà, je voulais finir mon propos par cette slide-là pour vous remercier pour votre temps. Et si on a encore un petit moment pour quelques questions, ce serait super. Merci. Bon, de ce que j'ai un peu compris tout au long de ce panel, c'est que pour avancer dans le domaine de la finance verte, ça commence déjà par un engagement. Mais aujourd'hui, pour qu'une institution puisse s'engager, je pense que c'est important qu'elle puisse, comme vous l'avez dit, quantifier et mesurer l'impact à moyen et long terme de la finance verte. Donc aujourd'hui, quels sont les moyens pour une entreprise qui veut, une institution qui veut vraiment s'investir sur cette voie, de mesurer l'impact que cela aura à court et moyen terme? On peut comprendre qu'à court terme, il y a peut-être quelques inconvénients, mais comment on pourrait aujourd'hui convaincre les dirigeants d'une entreprise de dire que sur le long terme, voilà les avantages de manière quantifiable et mesurable pour l'institution? Merci. Je reviens tout à l'heure. Allez-y, la deuxième. Ce n'est pas une question, hein, c'est pour essayer de répondre, parce que ce sont des questions que me posent souvent les clients. Et ce que je leur réponds, c'est que c'est un tournant qui est inéluctable et inévitable. Mais en même temps, si on s'engage dans la finance verte, on peut bénéficier de ressources concessionnelles. Il y a des fonds climatiques qui sont disponibles avec de l'argent à des conditions très favorables. Et pour cela, il faut que les institutions financières s'engagent dans ces processus de finance verte pour pouvoir se faire accréditer afin de recevoir ces fonds. Donc ça devient quelque chose qui peut être intégré dans la stratégie des institutions financières de se faire accréditer, donc de s'engager dans la voie de la finance verte et durable pour obtenir des fonds additionnels et à un coût plus avantageux. Et puis, deuxièmement, s'engager dans la finance verte permet aux institutions financières de mieux gérer et intégrer des risques comme le risque climatique. Pour l'instant, c'est un risque qui est très largement sous-estimé. Quand on regarde la manière dont le risque pays est calculé, ou bien quand les institutions financières gèrent le risque dans leur portefeuille de leur portefeuille de crédit, on constate que le risque climatique est sous-estimé. Les institutions financières ne savent pas le gérer. Donc, s'engager dans ces démarches finance verte, finance durable est un moyen d'améliorer aussi la gestion des entreprises, des institutions financières qui sont de plus en plus exposées au risque climatique. Notamment toutes ces institutions qui ont un large portefeuille d'activités dans les secteurs agricoles et autres. Mais il y a même des transitions qui sont en cours et qui vont impacter nécessairement les institutions bancaires. Si vous prenez des mesures comme en Europe où on dit que d'ici 2030, on ne veut plus de moteurs thermiques, imaginez si vous êtes une institution financière qui finance Mercedes, BMW, donc ça veut dire qu'il faut que vos clients Mercedes, BMW s'engagent à concevoir des moteurs électriques et cessent de produire des moteurs thermiques, sinon votre institution financière va détenir dans son portefeuille des entreprises qui s'engagent ou qui vont tout droit vers des pertes financières très importantes du fait de la transition énergétique et écologique. Merci. Je peux aussi ajouter quelque chose si vous n'êtes pas trop convaincu par la réponse. Des données chiffrées pour dire... Des pratiques un peu plus... Sinon, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est par exemple de manière concrète, moi juste à mon niveau,
que je peux dire, c'est qu'on a déjà, je pense que toutes les institutions ont déjà des clients qui sont voilà, dans du développement durable. Donc peut-être dans un premier temps, commencer par évaluer déjà dans le portefeuille ces clients-là et voir si on obtient des financements, des refinancements pour cette clientèle existante, combien on peut mesurer déjà l'impact sur le PNB. En fait, moi je parlais, on est tous conscients aujourd'hui des défis, des changements climatiques et de l'intérêt de la finance verte, mais je voulais dire qu'aujourd'hui, comme l'ont dit plusieurs collègues, on a d'autres problématiques. Voilà, à un niveau local où on a des problématiques de rentabilité, de développement énergétique. Donc, c'est de manière concrète, au-delà vraiment de cette prise de conscience générale, convaincre les dirigeants pour leur dire que de manière pratique, quand on s'engage dans la finance, voilà déjà les avantages qu'on peut avoir. C'était plus, ma question était plus d'ordre peut-être un peu pratique. Peut-être que je ne me suis pas fait bien comprendre. Sinon, je pense qu'on est tous conscients des chiffres. Ok, merci bien. On va passer à la seconde question. Pour répondre un peu à la préoccupation de la collègue, j'aimerais également partager l'expérience de EcoBank parce que on est très engagé dans la finance et les aspects environnementaux et sociaux sont pris en compte dans notre activité au quotidien. Donc, tous les dossiers de crédit que nous faisons aujourd'hui, ces éléments-là sont bien analysés dans le dossier de crédit. Et il y a des fiches qui sont faites et qui sont introduites au niveau du comité de crédit qui valide ces fiches-là avant même l'approbation du dossier. Et dans le dossier de crédit qui est présenté, nous avons des indicateurs de suivi que nous mettons également dans le dossier de crédit. Et lorsque nous évaluons le risque environnemental et social sur un client, si le risque est élevé, cela veut dire que dans le dossier de crédit qui est présenté, il y a des indicateurs, il y a des clauses de sauvegarde que nous mettons dans ce dossier-là qui sont suivis tous les 6 mois. Et le gestionnaire de compte avec l'officier de crédit sont obligés également de faire des visites sur le terrain pour conduire également cette visite environnementale et sociale pour s'assurer que les différents risques que nous avons pu identifier à l'analyse du dossier seront mitigés lorsque nous allons mettre en place ce crédit-là. Et au sein de notre institution, nous avons un agent qui s'occupe du volet environnemental et social. Lorsque le risque est faible, c'est lui qui approuve ces dossiers-là. Lorsque le risque est moyen, nous avons un interlocuteur au niveau régional qui approuve le dossier. Lorsque le risque est élevé, celui qui approuve le dossier est au niveau du groupe. Donc, il y a également cette étape-là qui est suivie en tenant compte du niveau d'évaluation du risque que nous avons pu identifier. Donc, tous les crédits qui sont montés aujourd'hui, nous avons des indicateurs qui sont intégrés et qui font l'objet de suivi chaque année. Voilà. Donc, les risques en termes environnementaux et sociaux, ce n'est pas seulement au niveau de l'agriculture. Quand vous prenez le secteur ceux qui sont à la distribution de produits pétroliers, il y a un risque environnemental et social parce qu'il y a des camions citernes qui transportent le carburant chaque jour. Lorsque ces camions-là explosent, vous imaginez ce que cela a comme impact. Donc, avant de financer une entreprise dans le secteur, nous essayons également de regarder tout ça et de nous assurer que les camions qui sont en circulation ne présentent pas un risque pour l'activité que nous finançons. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour donner plus d'éléments à la collègue qui a posé la question. Je vous remercie. Merci, je pense que s'il n'y a plus de questions... Ok. Bon, la toute dernière alors. La toute dernière direct du Cameroun. Merci. J'aimerais savoir, parce qu'on a discuté là, je n'ai pas entendu parler du taux de casse dans ce financement-là. Pour ceux qui ont déjà expérimenté, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est... On est un peu tranquille dans nos lauriers là lorsqu'on finance le vert,
ou alors c'est un peu comme les autres secteurs. Ok. Donc, pour rejoindre un peu aussi ce que le collègue d'Ecobank a dit, tout ce qu'on a présenté ici comme procédure d'identification du risque, d'analyse et tout cela est vraiment collé à votre processus habituel d'analyse de crédit. Donc, c'est comme un niveau d'analyse additionnel que vous ajoutez donc à votre processus d'analyse de dossier habituel qui vous permet donc de savoir que pour tel ou tel projet ou dossier, si vous vous engagez à tel niveau, vous pouvez avoir tel risque. Donc, ça vous permet donc de réduire le risque. Et donc, en général, en ajoutant ce layer d'analyse environnementale et sociale, vous permet donc de réduire donc les risques de perte et tout ça. C'est pourquoi, de l'autre côté, on a parlé quelquefois d'augmentation du chiffre d'affaires parce que vous maîtrisez mieux votre risque et donc vous pouvez vous engager vers des secteurs, des domaines pour lesquels vous vous sentez plus à l'aise pour le financement. Ok, donc je vais vous remercier pour votre temps et j'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. En tout cas, merci et bonne continuation pour la suite dans vos travaux. Yes.